Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bon, aujourd'hui, on se plonge dans un sujet lourd mais vraiment essentiel, les violences sexuelles. Oui, et le contexte actuel est particulier. C'est ça. On sent bien que depuis #MeToo, la parole s'est libérée, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur un texte, une réflexion du collectif Voix libérée. C'est un collectif qui accompagne d'anciens choristes des Petits Chanteurs de Touraine. Des victimes d'agression par leur directeur, l'abbé Bernard Tartu. La justice de l'Église a d'ailleurs reconnu sa responsabilité il y a peu, en mars 2024. Tout à fait. Et ce qui nous intéresse, c'est leur approche. Ils martèlent une idée. Pour avancer, il faut remettre les victimes au centre de tout. Absolument tout. Et c'est ça qui est passionnant. Leur texte, il se contente pas de dénoncer. Il est tourné vers l'avenir. Il pose la question de l'accompagnement sur le long terme et il éclaire des aspects qu'on oublie souvent. Comme la question des garçons victimes. Précisément. Donc, notre discussion va porter là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, mettre la victime au centre? Et surtout, quelle éducation ça dessine pour les jeunes? Alors, allons-y. Le texte démarre très fort. Il dit que parler des violences sexuelles sans mettre les victimes au centre, ce serait une nouvelle violence. La phrase est brutale. Elle est brutale, mais elle pose les bases. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, placer les victimes au centre? Ça peut sonner un peu comme un slogan, non? Oui, on pourrait le croire, mais c'est bien plus profond. En fait, c'est l'idée de tout renverser. Jusqu'ici, on donnait la parole, on écoutait, parfois de façon un peu symbolique. Et puis on passait à autre chose. Voilà, le système, lui, ne bougeait pas. Là, le texte dit « Non, le vécu de la victime, ce n'est pas juste un témoignage, c'est le nouveau point de départ. » D'accord. Tout ce qu'on va construire derrière, la justice, la prévention, la thérapie, doit partir de leur réalité. C'est ça qui doit structurer nos réponses. Donc, si je suis bien, ça veut dire que ce n'est plus aux victimes de s'adapter à nos systèmes, Exactement. à la froideur d'un commissariat, à la lenteur de la justice. C'est au système de se reconfigurer autour de leur réalité. La réalité du trauma. Ah oui, ça change tout. Qui n'est pas linéaire, qui a des trous, des flashs. Hmm. Mettre la victime au centre, c'est accepter de regarder le monde à travers ses yeux et d'agir à partir de là. Et en parlant de ça, de regarder à travers leurs yeux, le texte pointe un angle mort immense. Ah oui, Celles et ceux qu'on ne voit quasiment jamais. Les garçons, les hommes victimes. c'est un point central de leur réflexion. Et c'est dramatique. Le texte utilise une image très, très parlante. Laquelle? Celle d'un verrou puissant. Un verrou. Oui. Et ce verrou, c'est l'injonction à la virilité. Le fameux « sois un homme ». D'accord. Dans l'imaginaire collectif, une victime, c'est fragile. Un garçon, ça doit être fort, ça doit encaisser, pas se plaindre. Ce qui l'empêche même de se penser comme victime, j'imagine. C'est exactement ça. Il ressent de la honte, de la confusion, mais le mot victime, il ne lui vient même pas. C'est la culture du vestiaire, de la cour de récré, qui dit « fais pas ta fillette ». Ce qui doit expliquer pourquoi le silence dure si longtemps. Le texte parle de décennies. C'est fou. Des décennies. Qu'est-ce qui fait sauter ce verrou alors? Après 20, 30 ans, comment la parole finit par sortir? C'est rarement une décision rationnelle. C'est souvent un déclic. Un reportage, le témoignage de quelqu'un d'autre qui fait écho. Ça peut être aussi le fait de devenir père et d'avoir cette peur panique que ça arrive à son propre enfant. C'est une digue qui cède, tout simplement. Et dans le cas des petits chanteurs, il y a une complexité de plus. Le cadre religieux. Le texte dit que le verrou est redoublé. Oui, c'est la double peine. Au verrou de la virilité, on ajoute celui de l'emprise spirituelle. C'est-à-dire? L'agresseur, c'est pas n'importe qui. C'est Monsieur l'abbé, la figure d'autorité sacrée, celui qui représente le bien, la morale. La confiance est totale à la base. Absolue. Donc, quand l'agression arrive, c'est l'impensable. Le texte dit que ça devient indicible. La confiance dans le monde adulte, dans l'institution, dans la foi parfois, tout est pulvérisé. Face à ça, on comprend mieux le rôle du collectif. D'ailleurs, ils insistent, ils ne sont pas des porte-paroles. Alors ils font quoi concrètement? Leur approche, c'est vraiment intéressante. Ils ne parlent pas à la place de... Ils créent les conditions pour que la parole émerge. C'est-à-dire? D'abord, la base de tout. Offrir un cadre sécurisant. Une sorte de bulle où on peut tout dire, sans être jugé, sans la pression du calendrier judiciaire ou médiatique. Pour rompre l'isolement, j'imagine. Le silence, ça isole.
C'est leur deuxième mission, exactement. Rompre l'isolement. Découvrir qu'on n'est pas seul, pas anormal, c'est une étape immense. D'accord. Et puis la troisième chose, peut-être la plus importante, c'est l'accompagnement sur le long terme. Le chemin de la reconstruction, c'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Des avancées, des retours en arrière, des silences. La société, elle veut des histoires de résilience qui vont vite. Eux, ils sont là pour respecter le rythme de chacun. C'est une forme de respect du temps intérieur de la personne. C'est ça, pour ne pas les enfermer dans une identité de personnes blessées à vie. Et enfin, leur dernier rôle, c'est d'être un peu une piqûre de rappel pour les institutions. Une fois que les caméras sont parties. Le collectif reste pour dire « Attention, le problème n'est pas réglé. N'oubliez pas vos responsabilités. » Et cette idée de ne pas figer les gens dans leur passé, ça nous amène directement à l'avenir, à la prévention. Et là, on touche au cœur de notre sujet. Comment on éduque les jeunes aujourd'hui? Oui, et le texte aborde ça de front. Il identifie un vrai danger dans les débats actuels sur l'éducation des garçons. Lequel? Le risque de déplacer le regard. On voit monter cette peur de créer une génération de garçons perdus, coupables par défaut, qui ont peur de mal faire. C'est une critique qu'on entend, oui. La peur de créer des garçons qui auraient peur d'eux-mêmes. Exactement. Et cette peur, elle nourrit du discours de repli, parfois même des idéologies masculinistes. Et le texte dit « Attention ». En faisant ça, on transforme un combat pour la protection des enfants en une sorte de guerre des sexes. On ne parle plus des victimes, on parle de la peur des garçons. Alors, comment on en sort? Quelle est l'alternative? La réponse du texte est très constructive. Il ne s'agit pas du tout d'éduquer les garçons dans la peur ou la culpabilité. C'est même l'inverse. C'est-à-dire? Il s'agit de leur donner des outils, des compétences pour construire des relations saines. Le texte propose une éducation basée sur 4 piliers. D'accord, voyons ça. Premier pilier, la base de tout, le consentement est non négociable. Ça s'oppose à l'idée d'un désir masculin qui donnerait tous les droits. Logique. Deuxième pilier, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est l'antidote au « sois fort, ne pleure pas ». Accepter sa propre vulnérabilité, c'est ce qui permet de respecter celle de l'autre. Ça change complètement le logiciel. Totalement. Troisième pilier, la domination n'est ni naturelle ni légitime. C'est déconstruire l'idée d'une hiérarchie naturelle entre les gens. Et le quatrième? Le quatrième boucle la boucle. Reconnaître les violences, y compris quand elles touchent des garçons, est essentiel pour les prévenir. En gros, pour protéger tout le monde, il faut que les garçons sachent qu'ils peuvent, eux aussi, être des victimes, et que c'est pas une honte. Donc ce n'est pas une éducation contre la masculinité, Pas du tout. c'est une éducation pour des relations plus justes, plus saines. Exactement, c'est un projet positif. On ne crée pas de la culpabilité, on crée de la conscience et de la responsabilité. On leur donne les clés pour devenir des hommes respectueux. C'est une vision qui dépasse la salle de classe, en fait. Et ça m'amène à la dernière idée forte du texte. L'accompagnement des victimes est qualifié d'acte profondément politique. C'est puissant comme affirmation. Oui, et il faut le comprendre au sens noble. Politique, ça veut dire qui concerne la vie de la cité, notre vivre ensemble. Donc quand on écoute vraiment une victime, on est obligé de se poser des questions plus larges. C'est ça. Comment ça a pu arriver? Qui a fermé les yeux? Pourquoi le système n'a pas protégé? Absolument. On passe de l'histoire tragique de Pierre ou de Paul à qu'est-ce qui cloche dans notre société pour que ces histoires soient possibles. On interroge les systèmes de pouvoir, le silence. Son histoire comme une simple anecdote, c'est y voir le symptôme d'un problème collectif. Et pour la victime, l'enjeu final, c'est quoi? L'enjeu ultime, dit le texte, c'est de retrouver une capacité d'agir, de ne plus être seulement une victime. Reprendre le contrôle. C'est une reconquête de liberté intérieure. Et ça demande du temps et une présence humaine fiable, qui ne disparaît pas quand les médias passent à autre chose. Pour résumer, ce texte de Voix libérée est un rappel très fort. On ne peut pas lutter contre les violences sexuelles sans les victimes, et encore moins contre elles. C'est le message central. Et c'est aussi une mise en garde. Ne pas se laisser distraire par des débats qui nous éloignent de l'essentiel. L'essentiel, c'est que des enfants ont été brisés. Et notre responsabilité, c'est de ne plus détourner le regard. Ne plus détourner le regard. Cette phrase finale, elle ouvre une question pour nous tous. Une question pour la suite. Dans nos vies, nos familles, au travail, c'est quoi les formes subtiles, parfois inconscientes, de ce détournement du regard? La petite blague qu'on laisse passer? La conversation qui devient gênante et qu'on abrège. Ou la petite pensée qui nous traverse? Il ou elle a peut-être un peu cherché. La vraie question que ce texte nous laisse, c'est ça. Que peut faire chacun,
très concrètement, à son niveau, pour forcer son regard à rester fixé sur cette réalité-là et sur l'urgence de protéger les plus jeunes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.